Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le tout premier épisode de cette chaîne. Je m'appelle Josué, j'ai 20 ans et en tant qu'étudiant en journalisme, je me suis lancé un défi, faire une revue de presse chaque semaine de l'actualité environnementale en 15 à 20 minutes, principalement au travers de la presse écrite nationale. Si tu cherches un moyen de t'informer régulièrement sur l'environnement, tu as cliqué sur la bonne chaîne et je t'invite à t'abonner, tu ne le regretteras pas. Tout au long de la vidéo, je vais conseiller des articles de presse ou même des vidéos YouTube. Tous les liens sont bien sûr disponibles dans la description. Mon format sera divisé en deux parties. Une première dite d'actu chaude où je reviendrai sur les événements autour de l'environnement qui ont fait l'actu cette semaine. Comme par exemple l'arrivée du nouveau ministre de la Transition écologique. Et une deuxième plus détente dont j'ai pas encore trouvé le nom, peut-être le SPA, où on se penchera sur des articles de presse qui m'ont intéressé mais qui abordent des thématiques plus transversales et moins inscrites dans l'actu. Mais tout de suite, place à l'actu chaude. Au programme, Macron qui se prononce contre l'exploitation minière sous-marine, Christophe Béchu nommé ministre de la Transition écologique, la renationalisation d'EDF ou encore l'association choisie par l'événement caritatif du Z-Event qui fait polémique. C'est parti. Et pour commencer, une petite surprise, la une de la semaine. La presse française est remplie de unes absolument magnifiques, on va donc se faire plaisir. Cette semaine, c'est le dossier hebdomadaire de Courrier International qui remporte la palme. Tout un dossier sur la course aux océans avec comme angle un œil circonspect sur le gigantisme des mécanismes d'exploitation. Et transition magnifique, c'est directement en lien avec notre premier sujet, le volte-face d'Emmanuel Macron qui s'est positionné contre l'exploitation minière des fonds marins. C'était le 30 juin dernier à Lisbonne lors de la conférence des Nations Unies pour l'océan. Cette déclaration est surprenante car jusqu'alors le président de la République était une des figures politiques qui poussait au contraire en faveur de cette exploitation. Pour faire simple, l'exploitation minière des fonds marins consiste à racler le fond des océans avec ce genre de machine pour extraire toutes sortes de métaux comme du nickel, de l'or, du cobalt ou encore du manganèse. Et vous l'imaginez, c'est très dangereux pour les écosystèmes. Face à ce revirement, les associations de protection de l'environnement se sont dites agréablement surprises, même si elles émettent des réserves. Notamment Bloom, une ONG créée par Claire Nouvian, militante écologiste et ancienne journaliste, qui dans un communiqué a reproché à Emmanuel Macron d'avoir pris cette position lors d'une conférence avec très peu de monde et non lors d'une assemblée plénière à l'ONU. De plus, le président de la République a maintenu sa volonté de mener des expéditions scientifiques dans les fonds marins, sous prétexte de mieux les connaître et les protéger. Et rien ne confirme qu'il ne va pas encore changer d'avis. Allez, maintenant on passe à la nationalisation d'EDF. Après le président de la République, on va donc passer à Elisabeth Borne, la première ministre, qui a annoncé mercredi dernier, lors de son discours de politique générale, la nationalisation complète d'EDF. L'État, pour l'instant, détient environ 85% des parts de l'entreprise. Et l'acquisition des 15% restants est estimée de 5 à 7 milliards d'euros par Les Échos, qui dans cet article détaille très bien les enjeux autour de cette décision. L'exécutif, de son côté, met en avant l'indépendance énergétique et la souveraineté. La nationalisation, en fait, permettrait de refinancer EDF, très mal en point depuis de nombreuses années pour de multiples raisons. Un refinancement nécessaire, donc en prévision du lancement imminent promis par Macron de la construction de 6 EPR, en gros des réacteurs nucléaires de nouvelle génération. Du côté des oppositions, on craint le retour d'un projet de démantèlement d'EDF, nommé Projet Hercule, qu'exige l'Union européenne, déjà mis sur le tapis en 2019 par la majorité et rejeté par les syndicats et les oppositions à l'époque. Mais selon la ministre de la Transition énergétique, ce vendredi 8 juillet, Agnès Pannier-Runacher donc, il n'est pas question de démanteler EDF, affaire à suivre, qui va sûrement animer la vie politique dans les semaines à venir. On reste au gouvernement, décidément, beaucoup de nouvelles politiques cette semaine, avec la nomination ce lundi d'un nouveau ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Il succède à Amélie de Montchalin, qui a dû démissionner à la suite de sa défaite lors des élections législatives. Et je vous vois venir, oui, c'est peut-être une des dernières fois que vous voyez cette vidéo. Bonjour monsieur. Ah, Montchalin, petit ange parti trop tôt. Mais alors, qui est Christophe Béchu ? Je me suis mis en quête d'un portrait et j'en ai trouvé un intéressant du côté du Nouvel Obs. Christophe Béchu, dans les grandes lignes, c'est donc le maire d'Angers, un ancien sénateur et surtout numéro 2 de Horizon, le parti de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Figure de la Manif pour tous, le mouvement conservateur anti-mariage homosexuel, c'est un proche d'Emmanuel Macron et un soutien important à droite pour le président de la République. Et on l'apprend, sa nomination à ce ministère n'a rien à voir avec l'écologie
car de manière objective, Christophe Béchu n'est pas connu pour ses positions ou son affinité avec les thématiques environnementales. Nous savons seulement que c'est un grand pro-nucléaire, ce qui est très courant pour un politique à droite, et qu'il a voté contre l'interdiction des néonicotinoïdes en 2016 en tant que sénateur. Là encore, une position commune à presque tous les parlementaires de droite à l'époque. C'est donc une nomination politique, une manière pour le président de la République de montrer au parti Horizon son importance. Un autre point que souligne Libération cette fois est que dans l'ordre protocolaire, le ministère de la Transition écologique est passé de la 5e position à la 10e position. Un recul qui a un réel sens symbolique et politique. Le Quotidien met ce recul en comparaison avec la phrase emblématique de Macron lors de son meeting à Marseille en avril dernier. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. La question qui se pose maintenant est: qu'est-ce qu'implique cette nomination quant à la politique environnementale d'Emmanuel Macron? Eh bien, pour l'instant, impossible de donner une réponse claire. Passons maintenant de la politique au monde du streaming pour cette dernière actu nationale. Le streamer Zerator, organisateur du célèbre événement caritatif du Z-Event, qui a récolté en 2021 10 millions d'euros pour Action contre la faim, a annoncé cette semaine quelle association bénéficierait des dons de l'édition 2022 en septembre prochain. Ce sera donc la fondation Good Planet, qui se présente comme protectrice de l'environnement et qui a été fondée par le célèbre réalisateur Yann Arthus-Bertrand. Mais cette annonce a immédiatement suscité la polémique, car Good Planet a des partenariats avec des entreprises comme BNP Paribas ou Total Energy, qui sont connus pour leur forte contribution au dérèglement climatique. Et le fondateur Yann Arthus-Bertrand a en 2010 apporté son soutien à l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en échange d'un soutien financier pour son film Home. Une Coupe du Monde, vous le savez, pas vraiment respectueuse de l'environnement ni des droits de l'homme. Face à l'ampleur de la polémique, Zerator a annoncé demander un droit de réponse de la part de Good Planet qui devrait être publié au moment où sortira cette vidéo. Maintenant, on va passer aux actus internationales avec tout d'abord ce que je vais appeler le point catastrophe. Voilà, je ne compte pas entrer en détail pour toutes les catastrophes qui sont passées cette semaine car ce serait déprimant et franchement pas utile par rapport à ce que je vais faire, donc je vais simplement les lister. En France, dans le Gard, 7000 hectares sont partis en fumée dans un méga-feu. Près de Sydney, en Australie, d'importantes inondations ont contraint 85 000 personnes à abandonner leur logement. Et Emric et Rebecca, si vous regardez cette vidéo, franchement vous êtes des fous à aller dans ce pays. Au Japon, après presque 10 jours de température anormalement élevée, des pluies diluviennes se sont abattues sur l'archipel. Passons aux États-Unis, dans le Dakota du Sud, la combinaison de grêle et un énorme orage a créé un ciel totalement vert et surtout, et là je vais m'attarder, l'Italie a connu une vague de chaleur très importante, notamment dans le nord, ce qui a provoqué une grande sécheresse dans la plaine du Pô et surtout a contribué à l'effondrement d'un bloc du glacier de la Marmolada dans les Alpes italiennes. Ça a fait le tour du monde, le bilan est actuellement de 10 morts sans compter les disparus. L'occasion pour Courrier International de ressortir une infographie marquante quant au rétrécissement des glaciers sur l'ensemble du globe. Donc bien sûr, je vous la mets en description. Et désolé, puisqu'on va revenir à de la politique politicienne au Parlement européen avec l'inscription définitive ce mercredi 6 juillet du nucléaire et du gaz dans la taxonomie verte de l'Union européenne comme énergie de transition. La taxonomie verte, qui fait partie du Green Deal européen, est un texte de loi qui aiguillera les investisseurs dans leurs investissements, censé permettre d'atteindre la neutralité carbone de l'UE en 2050. Initialement, le nucléaire et le gaz ne devaient pas y figurer, mais la France, dépendante du nucléaire, voulait absolument qu'elle y soit inscrite pour protéger les projets de nouveaux réacteurs. Pour ce faire, le groupe d'Emmanuel Macron s'est trouvé des alliés dans les pays de l'Est dépendants du gaz, comme la République tchèque, et a engagé un bras de fer avec l'Allemagne depuis 2 ans. Le texte a finalement été adopté tel quel grâce aux voix du groupe centriste Renew, où siègent les députés européens du parti de Macron et ceux du Parti populaire européen, le groupe de droite du Parlement européen. L'argument mis en avant, donc par ses défenseurs, le nucléaire n'émet presque pas de carbone et le gaz permettrait de se passer d'usines d'électricité à charbon encore plus polluantes. En pratique, des centrales à gaz pourront donc être construites jusqu'en 2030 et pour les centrales nucléaires, ce sera 2045. Du côté des associations de protection de l'environnement, le nucléaire passait déjà très difficilement, mais son faible coût en carbone a toujours suscité des débats entre différentes visions écologiques. C'est donc surtout la pilule du gaz qui est dure à digérer, car pour les associations, inscrire un combustible fossile dans une taxonomie verte, c'est contre nature. Depuis mardi à Strasbourg, devant le Parlement, des centaines de manifestants défilent ainsi contre cette mesure, sans avoir pu avoir une réelle influence.
À présent, direction l'Amérique du Sud, avec la présentation au Chili ce lundi 4 juillet du nouveau projet de constitution. Donc c'était une promesse de campagne du président de gauche Gabriel Boric, élu en décembre 2021. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est que cette constitution est extrêmement ambitieuse du point de vue écologique. Déjà, le Chili se reconnaît comme un État plurinational, interculturel et écologique. Les droits spécifiques à la nature sont décrétés et la Constitution octroie une protection aux écosystèmes tels que les glaciers et les zones humides. Elle reconnaît aussi l'eau comme un bien commun inappropriable. Voilà, c'est un changement vraiment drastique par rapport au précédent gouvernement, car cela remet en cause tout le système économique basé sur l'exploitation des ressources naturelles. Par exemple, le Chili est aujourd'hui le premier producteur mondial de cuivre, et pour cela, même les sous-sols des glaciers étaient exploités, ce qui avait, vous l'imaginez bien, des conséquences dramatiques sur le plan environnemental. Cette nouvelle constitution, qui veut remplacer celle établie par le dictateur Augusto Pinochet en 1980, doit être soumise au référendum en septembre prochain. Et si le oui l'emporte, elle pourrait bien inspirer d'autres États pour un tournant plus écologique. Donc à surveiller de très près, et je vous renvoie vers l'article de Reporter si vous voulez en savoir plus. Voilà, c'est fini pour cette partie actu chaude, et maintenant on va s'attarder sur des articles et des vidéos YouTube qui m'ont marqué cette semaine. Et bon, vous l'avez vu, on avait déjà les cigales, et maintenant voilà, on est détente. Du côté du monde, un grand format passionnant sur la pêche plus qu'intensive à laquelle est en train de se livrer la Chine en mer d'Arabie. Pour pêcher le calamar, les marins chinois utilisent de grandes lampes, ce qui a permis à Greenpeace et aux journalistes du Monde de traquer leurs déplacements, et c'est impressionnant. Un autre article plus discret se pose la question: mais à quoi sert l'odeur caractéristique de la terre après la pluie? Eh bien, comme tout, cela a une fonction écosystémique. Voilà, cela attire certaines espèces et en repousse d'autres. J'aimerais bien que ces putains de moustiques soient bien repoussés. Revenons en France avec une carte collaborative créée par le média en ligne Vert, qui recense les festivals de musique mettant au centre de leur projet environnement. Je trouve ça vraiment génial comme initiative, et comme ça, si vous voulez vous éclater tout en respectant l'environnement, vous savez où chercher. Toujours en France, c'est en ce moment donc le Tour de France. Et cet article de Nouvel Obs est juste effarant. On y apprend que la température moyenne subie par les coureurs de la Grande Boucle a augmenté de 10 degrés en 20 ans, passant en moyenne de 29,6 à 40,6 degrés. En cause, vraiment le béton qui démultiplie la chaleur sur les routes et donc les effets du dérèglement climatique. Et enfin, un article du service de fact-checking de Libération qui revient sur les propos de Yannick Jadot pour poser une question plus large: d'où vient l'uranium qu'utilise l'Europe pour le nucléaire? À lire absolument si les questions de ressources vous intéressent. Du côté de YouTube, je vous ai trouvé cette semaine deux vidéos passionnantes. Une du service vidéo de l'Express qui revient sur la hausse de mortalité constatée par les scientifiques dans les forêts primaires. Elle est vraiment très pédagogique et on voit comment passer d'une mortalité des arbres de 1% en temps normal à 2% aujourd'hui paraît peu, mais en réalité cela diminue de moitié l'espérance de vie d'un arbre. Et je finis en beauté avec une excellente vidéo de la chaîne d'histoire Nota Bene qui s'intitule « Le changement climatique est-il nouveau ?» et qui revient sur les précédentes variations du climat qu'a subi l'humanité. Mais bien sûr, et il ne l'oublie pas, au contraire d'aujourd'hui, l'homme n'était pas responsable de ces variations. Et je trouve sa conclusion très belle, je vous laisse l'écouter. Mais nous avons un avantage sur les sociétés du passé. On sait ce qui est en train de se produire et d'où ça vient. Rappelons-nous que face aux crises climatiques, de nombreuses civilisations ont dû s'adapter ou disparaître. Et si vraiment connaître l'histoire permet d'éviter de reproduire les erreurs passées, il faut espérer que ça marche pour nous aussi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une première semaine très chargée en termes d'actualité politique autour de l'environnement. J'essaierai dans le futur de moins me focaliser sur la politique pour mes prochaines vidéos, car je sais que cela peut être assez dur à appréhender. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cela vous a intéressé. Et petit point important, presque toutes mes recommandations de deuxième partie de vidéo sont des articles où vous n'avez pas besoin d'être abonné aux médias pour y accéder. Alors profitez-en. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut!